Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Il est bien connu depuis longtemps que le temps semble avoir perdu la tête récemment. Même les hommes et les femmes âgés et aguerris du village n'osent plus prédire la météo. L'année dernière, à la fin de l'été, un gel soudain a ruiné la récolte de pommes de terre qui étaient encore dans le sol. Et maintenant, la neige tombe continuellement comme de la farine grossière, formant de grandes congères. Cela ressemble plus à la fin de janvier qu'au début du printemps. Dès que je suis sortie dehors, le gel a immédiatement pincé mon nez et s'est glissé sournoisement sous ma veste. J'ai lutté pour ouvrir la portière de la voiture jolie et j'ai pris place sur le siège avant. Il faisait plus froid à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur. J'ai inséré la clé dans le contact, j'ai mentalement prié tous les dieux que je connaissais et j'ai tourné la clé. Mais aucun miracle ne s'est produit. Le moteur a toussé quelques fois avec un cri aigu et s'est ensuite éteint doucement. J'ai attendu un instant, j'ai poussé l'embrayage au sol, j'ai légèrement appuyé sur l'accélérateur et j'ai essayé de démarrer le moteur à nouveau. Il a éternué quelques fois et, à ma grande surprise, s'est mis en marche, tournant à plein régime. J'ai réchauffé la voiture, relâché la pédale d'accélérateur et je suis parti lentement. Il faisait déjà noir, bien que la nuit ne soit pas encore complètement tombée. Je me suis engagé sur l'avenue, éclairé par la faible lueur des néons des réverbères. Je travaillais comme veilleur de nuit dans le port de la rivière de l'autre côté de la ville. Je gardais les petits bateaux qui étaient gelés au quai. Le travail était saisonnier, payé au lance-pierre. Mais les mendiants ne peuvent pas être difficiles. C'était mieux que rien. À part cela, 3 fois par semaine, je jouais dans un restaurant. Essentiellement, c'était aussi pour des cacahuètes. Le propriétaire du bistrot pensait que les musiciens gagnaient suffisamment d'argent grâce aux concerts pour ne pas justifier un salaire décent. Mais l'argent manquait toujours. Donc, en plus de mon travail principal, j'ai pris des concerts supplémentaires lors d'événements d'entreprise et de fêtes. Je devais payer l'appartement et la pension alimentaire. Le maigre montant que je payais pour mon fils n'était pas satisfaisant pour mon ex-épouse, le mot le plus gentil que j'ai entendu de la part de la mère de mon enfant. Eh bien, que peut-on y faire? Ce qui pousse, pousse. J'ai gagné d'une manière ou d'une autre, quoique, honnêtement, je n'étais pas très bon à cela. Des chevaux invisibles, cachés sous le capot rouillé, ont conduit ma voiture vers les lumières vives. Bientôt, les vieilles maisons des temps révolus se sont étirées de chaque côté de la route. Je ralentis. À droite, à un arrêt de bus de banlieue, à travers le voile de neige, une silhouette solitaire de fille pouvait être vue. Elle ne semblait pas être une aventurière, et qu'est-ce que les papillons de nuit ont à faire dehors à cette heure? D'ailleurs, quelle heure était-il? Je regardai ma montre. 10 heures. Toujours pas trop tard. J'ai commencé à freiner. La voiture s'est déportée sur l'accotement. Je me suis déporté sur l'accotement et j'ai arrêté juste en face de la fille en manteau vert, un bonnet en tricot bleu et des bottes courtes. Hésitamment, je me suis penché sur le siège passager et j'ai baissé la fenêtre. Comme le disait Genghis Khan, les villes doivent être prises avec charme. Alors, avec le sourire le plus charmant que je puisse afficher, je lui ai demandé « Où est-ce que tu vas, mademoiselle ?» On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Peut-être avait-elle de mauvais souvenirs associés à ce genre de voiture. Est-ce que vous êtes chauffeur de taxi? Malheureusement, je lui ai répondu, sans lâcher mon sourire charmant. Ils ne m'ont pas payé depuis 4 mois. J'étais un peu familier avec le côté nocturne de la ville. Dans cette EHPAD? Pourquoi une EHPAD? J'ai fait semblant d'être offensé. C'est une voiture parfaitement correcte. Alors, où est-ce que tu vas? La fille a réfléchi un moment, puis a décidé d'ouvrir la portière arrière.
Au marché Mikhailovski, elle a dit. S'il vous plaît, prenez place. Elle a fermé la porte, et j'ai allumé le clignotant à gauche avant de m'éloigner. En effet, une étudiante. Il y avait des dortoirs pour diverses écoles et collèges à proximité du marché. Elle devait probablement étudier les arts culinaires. Pour une raison quelconque, c'est ce que j'ai décidé à son sujet. Au vu de sa tenue modeste, elle n'était probablement pas locale. Ses cours devaient probablement être en 2e ou 3e année. Il faisait sombre dans la voiture, mais j'ai réussi à apercevoir nos passagers. Elle était plutôt mignonne, possédant ce charme spécial qui est si attirant pour les hommes. Des cheveux blonds dépassaient du chapeau, des yeux expressifs, dont la couleur était impossible à distinguer dans l'obscurité. Une voix légèrement rauque avec des inflexions qui me donnaient des frissons. J'ai 20 dollars. Est-ce que c'est assez? Elle s'est penchée entre les sièges pour que je puisse l'entendre clairement. Absolument, j'ai répondu avec enthousiasme. C'est juste assez pour un paquet de nouilles instantanées. Pourquoi es-tu en retard? Je lui ai demandé. Ta femme ou quelqu'un d'autre ne s'inquiète pas. Elle est restée silencieuse pendant un instant, puis a répondu tristement, je ne suis pas mariée. Alors ta mère ou quelqu'un d'autre? La fille est restée silencieuse pendant un moment. Est-ce que tu me dragues? A-t-elle demandé après un moment. Mon Dieu, ai-je dit, surpris. D'où tires-tu une telle idée? Je ne te drague pas, je te rassure, c'est juste que les chauffeurs de taxi sont connus pour leur amabilité et leur serviabilité. Les chauffeurs de taxi sont connus pour être bavards, c'est une tradition professionnelle ou un trait de caractère, si on le met scientifiquement. Je me suis tué. Je me demandais qui elle était. Bottes, un manteau hors saison, les bottes n'étaient même pas d'occasion ou de la camelote turque. Certainement du magasin de vêtements du quartier. Très peu d'ornements, juste une bague en argent modeste à sa main gauche. Certainement pas des parents fortunés. J'ai spéculé, sans quitter des yeux la route couverte de neige. Sûrement pas un papillon de nuit. Ils ont un style de comportement distinct. Au moins, ils commandent des taxis par téléphone, pas en les arrêtant au bord de la route. Pour une raison quelconque, cela m'a fait me sentir soulagée. Qui sait, peut-être qu'elle est comme moi, avec des parents riches, également essayant de comprendre la valeur de l'argent. Eh bien, nous verrons. Elle m'a attiré d'une certaine manière, vraiment beaucoup en fait. Il y avait quelque chose chez elle qui défiait les mots. Je me suis déporté à droite et j'ai ralenti aux grilles du marché déserté à cette heure. Bon, et maintenant? Un peu plus loin, vers la résidence du lycée polytechnique. Donc, pas de cuisine. Elle étudie dans un lycée polytechnique. Presque des collègues. La fille m'a remis l'argent. Merci. Elle a ouvert la porte et s'est rapidement extraite de la voiture. Cela semblait être son dernier argent. Mademoiselle, juste une minute. Je suis sortie de la voiture. Je volais des habits, je n'ai plus rien. Vous me méprenez. Je ne veux pas de l'argent. Je me suis approchée d'elle et j'ai fourré les billets dans la poche de son manteau. Eh bien, pas 20 dollars, mais presque 100 dollars. Au revoir. Passez une bonne soirée. Je suis rapidement remontée dans la voiture pour qu'elle ne se rende pas compte que je lui avais donné beaucoup plus d'argent. J'étais déjà en train de m'éloigner quand j'ai vu dans le rétroviseur qu'un gars s'était approché d'elle, clairement pas pour une conversation amicale. Je me suis vite retournée. À la lueur d'un réverbère, je pouvais clairement voir que l'homme évidentement ivre l'avait frappé au visage après avoir crié quelque chose. La tête de la fille a reculé. J'ai sorti un poing américain en acier lourd du compartiment à gants, l'ai mis sur ma main droite et enfilé un gant. L'homme s'est retourné en entendant le clic de la porte. Oh, Vanano Sano.
Il a repoussé la fille et s'est dirigé vers moi. Eh bien, salaud, je vais t'apprendre à ne pas toucher aux filles des autres. J'ai esquivé son coup direct et j'ai passé sa main droite devant mon visage. Et puis, comme je l'avais appris à l'entraînement, je l'ai frappé en dessous, en remontant vers son foie, puis j'ai donné un coup écrasant à sa gorge. C'était suffisant. J'ai attrapé la main de la fille et l'ai presque jetée sur le siège avant. Quand nous avons tourné sur l'avenue, je lui ai demandé « As-tu un endroit où passer la nuit ?» Tout s'est passé si vite que la fille ne s'était pas encore complètement remise. Un mince filet de sang a coulé de son nez sur son col de manteau. J'ai compris. Je me suis détournée et je me suis arrêtée au trottoir enneigé. La Titi? La fille s'est réveillée. Bien sûr que non. Je lui ai juste donné un petit coup. T'y est-il? Mon ex, elle a hésité. Petite amie, ai-je suggéré. Oui, non, je ne suis pas mariée. Mon ex-petit ami. Il ne me lâche pas. Il me surveille tout le temps. Et maintenant il pensait que nous. Elle n'a pas terminé. C'était clair. Un Othello ivre. Avez-vous quelque part où passer la nuit? J'ai répété la question. Non, je ne suis pas d'ici. Juste au dortoir. Pouvez-vous m'emmener à la gare? À la gare? Je disais cela avec surprise. Vous allez quelque part? La fille est restée silencieuse pendant un moment, comme si elle réfléchissait à quelque chose pour elle-même. Oui, à la gare, a-t-elle dit avec confiance. Je passerai la nuit dans le hall d'attente. J'ai haussé les épaules et passé à la première vitesse. Je n'ai pas cherché à préciser quelle station la dame voulait dire. Elle avait probablement besoin de la gare ferroviaire. Donc, je me suis dirigé vers celle-ci. La gare nous a accueillis avec l'agitation, l'odeur de pâtisserie brûlée et les files d'attente au guichet de billets. Y a-t-il un hôtel ici? Mon accompagnatrice a frissonné. Il y en a un, mais il est juste en face de la gare. Escorte-moi jusqu'à là-bas, ai-je dit. Étrange, il y a beaucoup d'hôtels dans la ville, pourtant pour une raison quelconque, elle a choisi celui de la gare. Eh bien, ce n'est pas mon affaire. Nous avons traversé la place devant la gare et sommes arrivés à un bâtiment gris de 2 étages. Des lettres bleues néon sur le fronton ont éplé « Gudok ». Et les 2 premières lettres n'étaient pas allumées. Alors, cela lisait « Doc ». Eh bien, Doc, c'est ça. J'ai aidé mon compagnon à naviguer les marches glissantes et givrées et nous sommes entrés dans le hall. Une dame abattue était assise derrière le comptoir, feuilletant paresseusement un magazine glamour tout en crachant occasionnellement sur ses doigts. Un écriteau métallique indiquant officier de service pendait à sa robe. Que voulez-vous? Avez-vous des chambres disponibles? J'ai essayé de parler aussi poliment que possible, méfiant à l'égard de la dame peu amicale. Nous en avons. Donnez-moi votre passeport et votre billet. Elle alluma une lampe de bureau. Je n'ai pas de billets. Je n'ai pas de billet non plus. Et je n'ai pas de passeport non plus. C'est impossible sans eux? C'est impossible sans eux? Mon compagnon avait l'air déçu, d'abord par moi, puis par l'officier de service. C'est impossible. Quittez les lieux. Ou j'appellerai la police. Eh bien, merde alors. La police était la dernière chose dont j'avais besoin pour un bonheur complet aujourd'hui. Nous sommes retournés au bâtiment de la gare. Je conduisis mon passager vers la salle d'attente, dis rapidement au revoir et, avec un soulagement, courus presque vers la sortie. J'ai démarré la voiture et allumé une cigarette. Étrangement, cette fille ne quittait pas mes pensées. J'ai écrasé ma cigarette et suis sorti de la voiture. Je ne savais même pas son nom. Eh bien, quelle différence cela fait-il? Ce n'est pas comme si j'allais l'épouser.
Cette pensée m'a donné envie de me signer. Je crachai 3 fois par-dessus mon épaule et frappai mon front, car il n'y avait pas d'arbre à proximité. Mes pieds m'ont conduit à la salle d'attente. Je regardais autour de moi attentivement. Le hall était vide. Donc, soit. Je me retournai, prête à partir, et du coin de l'œil, je vis une silhouette familière. Un gars avec une poitrine gonflée tirait mon acquaintance vers les toilettes, tandis qu'un nain chauve s'y accrochait par derrière, riant méchamment et frottant ses mains moites ensemble. Je t'ai cherché. En utilisant le premier nom de femme qui me vint à l'esprit, je saisis l'étranger par la manche. La fille me regarda avec un regard terrifié. Le gars aux poitrines gonflées s'avança comme s'il était à un buffet. Va-t'en d'ici. Il a relâché sa victime, et un couteau a brillé dans sa main droite. Eh bien, comme des enfants. Je n'avais même pas complètement réfléchi à mon idée quand ma main droite a automatiquement frappé le menton du gars débraillé, et ma main gauche a tordu habilement sa main de couteau. Ils sont tous les deux tombés en même temps, l'homme et le couteau. Alors qu'il tombait, le crétin a même heurté sa tête contre le mur carrelé, de sorte qu'aucune saison supplémentaire n'était nécessaire. Je me suis retourné brusquement vers le chauve, mais il était déjà parti. Un gars bizarre. A obtenu ce qu'il cherchait. Toutes ces pensées me sont venues plus tard. Au moment-là, j'ai attrapé la fille et l'ai tirée vers le parking. Elle n'a pas résisté et s'est obéissamment assise dans la voiture. J'ai pris un mouchoir dans le compartiment à gants. Tu saignes. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé. Je vais te conduire chez moi. Tu resteras la nuit, et demain matin, tu pourras décider quoi faire ensuite. La fille m'a regardé avec peur dans les yeux. Calme-toi, bon sang. Maintenant, assure-toi simplement qu'elle ne saute pas pendant que la voiture roule. Je l'ai conduite à mon appartement dans une vieille maison de 2 étages, située à la lisière d'un parc envahi par la végétation. J'ai vérifié l'heure. 2 heures du matin. Je l'ai aidé à sortir de la voiture, saisi l'étui du saxophone et fermé la portière. Le couloir était sombre. Drôle, j'ai changé l'ampoule hier. Merde, c'est voleur. J'ai soupiré, allumé la lampe torche de mon téléphone portable et suis monté lentement jusqu'au 2e étage, suivi de la nouvelle venue. Entrez. Je lui ai fait un geste pour qu'elle entre en premier et allumé la lumière dans le couloir. Donnez-moi votre manteau. J'ai accroché son manteau soigneusement sur le porte-manteau et l'ai accompagné dans la pièce. J'ai allumé une lampe de bureau, allumé rapidement le poêle. Bientôt, la pièce a commencé à se réchauffer. J'ai laissé le volet ouvert, permettant au reflet vif du feu de danser sur le sol, créant une atmosphère chaleureuse. Assise avec les genoux repliés, la fille occupait le fauteuil confortable, réchauffant ses mains froides dans la couverture à carreaux posée sur ses épaules. « Voudrais-tu un thé ?» Elle n'a pas répondu. Eh bien, le silence équivaut à un consentement. J'ai mis la bouilloire sur le feu et suis allé au réfrigérateur. D'accord, assez de thé. Ramenant une tasse fumante, j'ai dit, faites attention, c'est chaud. J'ai posé la tasse sur un tabouret blanc par à grande taille qui servait de table basse de fortune et j'ai réglé l'ampoule. Sa lumière est tombée sur mon invité. Sa fine blouse avait glissé de son épaule, révélant une bretelle de soutien-gorge en dentelle. Apparemment sentant mon regard, elle a rapidement remis sa chemise en place et s'est enveloppée plus étroitement dans la couverture. Je l'ai installée confortablement sur mon lit et je me suis installée sur le canapé usé de la cuisine. Un mendiant. Oui, mon ex-femme avait raison de quelque manière. Mais n'était-ce pas elle qui m'a privé de tout? L'appartement où elle vit maintenant avec son amant, mon travail. Elle a ourdi un complot pour me faire quitter mon propre groupe et, enfin, elle m'a enlevé mon fils.
Dans ces rares jours où je voyais mon enfant, il se plaignait que sa mère lui avait fait appeler un autre homme, papa. Elle a fait de son mieux pour effacer tous les souvenirs de moi, son propre père. Quand je l'ai rencontré, j'avais tout. La célébrité, l'argent, une voiture, un appartement en centre-ville. Quand je dansais avec elle, je pensais qu'il n'y avait pas de meilleure fille dans le monde entier. Claire savait comment activer le bon mode démo. Et je suis tombée dedans. J'avais presque 30 ans, et tout le monde autour de moi, y compris mes proches, me pressait de me poser. Donc, j'ai coincé ma tête dans la boucle. Au moment de notre mariage, j'avais terminé mon institut de génie mécanique, assisté à une école de musique par correspondance, servi dans l'armée, combattu dans une zone chaude et créé un groupe de rock qui gagnait en popularité. Je savais ce que je voulais et poursuivais inlassablement mes objectifs. Claire a rejoint ma bande en tant que chanteuse principale. Bien que, à l'époque et maintenant, je crois que le rock est strictement une affaire d'hommes. Un cri féminin aigu, juste pas mon style. Une femme qui chante du rock ressemble à une femme querelleuse qui se dispute dans une cuisine. Notre batteur a ramené la nouvelle chanteuse, prétendant que nous avions besoin d'une voix féminine pour améliorer le son du groupe. J'ai initialement résisté mais j'ai finalement lâché prise. Laisse-la chanter, tant qu'elle ne trébuche pas sur mes pieds. C'était le début de la fin. Après 6 mois, Claire et moi avons emménagé ensemble, et 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Elle a rapidement réorganisé mon appartement, me poussant dans des rôles secondaires. Notre fils est né. Nous l'avons nommé Dima. Claire n'est pas restée longtemps en congé de maternité. Elle a confié le bébé aux grands-mères et a plongé tête la première dans le show business. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour m'éloigner de la direction du groupe, expliquant que, en tant que personne créative, je ne devrais pas me soucier des affaires matérielles. Mon appel était de créer. Après un certain temps, je fus surpris d'apprendre que tous les droits de mes chansons se sont étrangement transférés à ma femme. Claire est devenue productrice et a géré avec enthousiasme toutes les affaires liées au concert, sans oublier de distribuer les bénéfices, c'est-à-dire de couper les coupons. Cela a duré environ 2 ans. Jusqu'à ce qu'un nouvel amour apparaisse à l'horizon. Le sien, bien sûr. Un jeune claviériste nous a rejoints pour remplacer le musicien expérimenté usé par les caprices de Claire. À ce stade, je ne pouvais plus influencer la situation. Et c'est là que ma femme a commencé une liaison avec lui. Une passionnée. Au début, elle a mijoté comme un rumelant, mais ensuite elle a augmenté. Les amants, éblouis par la passion, ne remarquaient personne ni rien autour d'eux. Jusqu'à ce que, finalement, je les attrape sur le fait dans notre maison. Le prodige du clavier est parti de l'appartement avec un œil au beurre noir et 2 dents cassées. J'avais reçu une bonne éducation dans l'armée. Ma femme s'est enfermée dans la salle de bain et n'est sortie que le lendemain matin. Elle a annoncé que les tomates avaient séché et je pouvais aller en enfer, emportant mes affaires avec moi. Elle a gardé l'appartement et la voiture en compensation du temps qu'elle a perdu sur moi. Le lendemain, je l'ai frappé au visage à nouveau, devant tout le monde, et je l'ai fait une fois de plus pour être sûre. Temporairement, cela n'a rien réglé, mais cela m'a apporté un sentiment de satisfaction morale. Cette fois, Claire a appelé la police. Lorsque je suis revenue, après avoir purgé une peine de 15 jours pour hooliganisme, le directeur du groupe m'a abordé, évitant mon regard, et m'a informé que mes services n'étaient plus nécessaires. Ils m'ont remis une enveloppe avec une somme d'argent risible, et j'ai été escortée dehors. J'ai essayé de me battre pour l'appartement, mais Claire a engagé des avocats qui m'ont expliqué poliment qu'il valait mieux laisser Claire et l'appartement et la voiture en paix que de subir des blessures incompatibles avec la vie. Au tribunal, ils ont laissé l'enfant avec sa mère,
car, maintenant soudainement sans abri, je ne pouvais pas fournir à l'enfant des conditions pour un développement et un élevage normaux. Je ne savais pas ce que faisait mon ex-femme à présent, ni n'en avais envie. Des rumeurs m'ont atteint selon lesquelles après mon départ, la moitié des musiciens se sont dispersés, rien de nouveau n'est apparu dans le répertoire et le groupe s'est progressivement évanoui des meilleurs classements des hits. À cette époque, mon père était parti depuis 2 ans. Ma mère vivait avec son jeune mari dans une autre ville et ne communiquait pas avec moi. Ou plutôt, je l'ai exclue de ma vie. Elle était profondément bouleversée mais s'est finalement réconciliée. Il s'est avéré que ma mère avait une liaison avec son amant depuis plusieurs années. Après la mort de mon père, elle l'a immédiatement introduit dans notre maison. Lorsque je suis venue voir ma mère, ce gars a essayé de me donner une leçon de vie. Dieu sait, je l'ai supporté pendant longtemps. Mais quand il a commencé à insulter mon père, je n'ai pas pu le supporter. Au final, le petit ami de ma mère s'est retrouvé à l'hôpital avec des blessures graves. Ma mère l'a persuadé de ne pas déposer de plainte, et elle m'a mis à la porte. À cette époque, le cousin de mon père est décédé inopinément, me laissant un petit appartement d'une pièce dans un vieil immeuble. Les machinations de l'ex-femme de mes mains n'ont pas pu atteindre parce que tout s'est produit après le divorce. J'ai emménagé dans cet appartement. Puis je suis allée chercher la voiture de mon père, une vieille Ford, dans le garage, que j'ai conduite maintenant. Après ce qui s'est passé, je n'ai pas détesté les femmes. Je croyais raisonnablement qu'il y avait encore des gens décents quelque part, probablement dans les banlieues, mais les chances de les rencontrer étaient minuscules. Je ne pouvais pas m'endormir pendant longtemps. Je fumais à la fenêtre et j'ai jeté quelques bûches de bouleau dans le poêle. Ce n'est que vers l'aube que j'ai finalement réussi à glisser dans un sommeil agité et troublé. Dans mes rêves, des ombres silencieuses déambulaient dans le couloir, et les arbres bruisseillaient dans le vent, grattant ma fenêtre avec leurs mains croches et osseuses. En sortant d'un cauchemar, il faisait encore noir. L'horloge ancienne accrochée à droite de la fenêtre a sonné 7 heures. J'ai bâillé. Combien de temps ai-je dormi? Je suis allée aux toilettes et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. Je me suis regardée dans le miroir. Pas beaucoup de barbe, je pouvais sauter le rasage aujourd'hui. De plus, je n'avais pas l'intention d'embrasser qui que ce soit aujourd'hui. Après s'être brossé les dents, je suis retournée dans la cuisine. Je me demandais si mon invité avait déjà eu le temps de se réveiller. Que dois-je faire avec elle? Dois-je la laisser à la maison ou... Qu'est-ce? Il n'y avait pas d'alternative. J'ai soupiré. Heureusement moi. Ma vie n'apprend rien aux imbéciles comme moi. J'ai mis la bouilloire sur la cuisinière et suis allée réveiller mon invitée. Elle dormait, recroquevillée, couverte d'une couverture sur la tête. Au matin, le poêle avait à peine somnolé et la pièce était assez fraîche. J'ai apporté du bois de chauffage, j'ai ouvert soigneusement la porte, et j'ai placé quelques bûches. Bientôt, le poêle a grésillé joyeusement, projetant des flammes dansantes sur le plafond. J'ai écrit une note indiquant où déposer les clés, les poser sur un tabouret et suis allée me préparer. Il y avait de l'espoir qu'elle parte peut-être après tout. En montant sur le palier, je me suis presque heurtée à un homme inconnu en veste militaire avec un sac à dos, entrant dans l'appartement en face du couloir. En entendant cliqueter la serrure, l'inconnu s'est retourné. « Bonjour, voisin. » a-t-il dit avec un sourire amical, en me tendant la main. Je me suis présentée à mon tour. « Tu pars travailler ?» Le sourire du voisin s'est encore élargi. Passe chez moi pour une discussion le soir. Eh bien, prenons un verre ou deux et faisons connaissance. Je viens de descendre d'un avion et devrais être retourné à la normale d'ici là. Il est entré dans son appartement et a fermé la porte. Je n'habitais pas dans ce bâtiment depuis très longtemps.
Mais tout ce temps, l'appartement était vide. Je pensais même que personne n'y vivait. Et maintenant, à voisin. Eh bien, voyons ce qui se passe ce soir. Aussitôt que je suis montée dans ma voiture, mon téléphone portable a sonné. Yori? J'ai entendu une voix masculine bien parlante de l'autre côté. Oui. Qui est-ce? C'est Pierre. Pour un instant, ma voix m'a trahi en entendant le nom du célèbre producteur de musique. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai une proposition pour vous. Rencontrons-nous quelque part ce soir vers 8 heures. Nous pouvons dîner aussi. J'ai traité l'information avec fièvre. À 8 heures. Oh. J'ai finalement réussi à demander, en frottant mes yeux avec ma paume. J'avais vraiment envie de dormir. À l'hôtel Savoie. Je vais réserver une table dans la salle d'argent. Tu peux y arriver? D'accord, j'arrive. J'attendrai. L'appel s'est terminé. 1 heure ou 2 plus tard, après avoir lutté contre la circulation, j'arrivais enfin au port, à mon grand soulagement et à la surprise de mon remplaçant. Après avoir rapidement remis les fonctions, il disparut dans l'air frais comme un magicien. Je me installai dans la salle de contrôle et décidai de prendre une tasse de thé. La journée de travail à venir ne promettait rien d'inattendu. J'avais beaucoup de temps avant la réunion, alors je patientais jusqu'à la fin de la journée de travail. Tout se passa comme d'habitude, et exactement à 20 heures, j'entrai dans la salle argentée de la salle à manger du Savoie. Le public murmurait, les serveuses agiles se déplaçaient, et l'orchestre sur une petite scène jouait quelque chose de vif. Le mobilier ancien, les guitares vintage sur les murs et les lumières de la vaste ville de nuit au-delà des fenêtres vitrées du sol au plafond créaient l'ambiance pour une détente insouciante. Pendant 1 minute, j'ai oublié le but de ma visite et j'ai même cherché des filles longues jambes belles. Le maître d'hôtel me conduisit poliment à une table dans un renfoncement où Pierre était assis. L'homme, qui avait dépassé la 50aine, se leva et me tendit la main. Sa poignée de main était énergique et ferme. J'ai été surpris, Les artistes bohèmes créatifs étaient généralement glissants et collants, comme des méduses. Pierre avait l'air génial, comme s'il avait posé pour la couverture d'un magazine brillant. Il portait un costume gris élégant avec une touche de paillettes, une chemise bleu clair et une cravate violette. Une montre mécanique suisse, Candino, dans un boîtier en or blanc et une bague en platine avec les armoiries familiales au milieu de l'annulaire gauche complétaient l'image. Un homme d'affaires solide assis au sommet d'un oléoduc, pas une figure renommée du show business au niveau national. Les musiciens ont joué l'accord final et ont annoncé une pause. Le public avait apprécié la musique, et les spectateurs ont applaudi longtemps, ne permettant pas aux musiciens de quitter la scène. Le producteur a fait un signe à un serveur, et il a habilement rempli les verres. Nous avons pris un verre, et je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, attendant la conversation. Pierre a grignoté une crevette, s'est essuyé les lèvres avec une serviette et m'a regardé attentivement. Je suis conscient de vos problèmes. Votre femme s'est comportée de manière assez malveillante. Le groupe que vous avez créé s'est presque effondré et ne figure plus dans les charts depuis un certain temps. Personne ne se rend à leur concert. J'ai écouté attentivement, essayant de comprendre l'essence de la conversation. J'ai une proposition pour vous. Rassembler l'ancienne et brillante formation du groupe et donner un concert. Si c'est un succès, je vous prendrai sous mon aile. Le regard de Pierre est resté fixé sur moi. Vous voyez, je ne suis pas dans le charity. J'ai besoin d'argent, et je crois que vous êtes capable de le gagner. Vous avez encore du potentiel. Le producteur me regarda avec impatience. Ne vous précipitez pas avec votre réponse. Réfléchissez soigneusement, mon interlocuteur versa les verres. Il y aura des défis, mais nous les surmonterons.
Vous pouvez rassembler les gens, mais les droits à toutes mes chansons appartiennent à mon ex-femme. Nous ne serons pas en mesure de les exécuter sans son autorisation, et elle ne l'accordera jamais. J'ai soupiré avec regret. Vous avez des chansons depuis le tout début de votre carrière musicale, elles peuvent être exécutées après quelques arrangements. Vous pouvez écrire de nouvelles one, préparer un programme d'1 heure. Ensuite, nous verrons, Pierre. Il semblait qu'il produisait déjà un nouvel ensemble et qu'il inventait un nouveau nom. Le vieux en a servi un. Eh bien, qu'en dites-vous? Êtes-vous dans? Le producteur va le racheter. Nous avons le temps, presque 3 mois. Enfin, je dis au revoir à Pierre et je pars à la maison. J'ai serré dans mon espoir que mon hôte avait finalement quitté mon appartement. En méditant sur les avantages de la vie de célibataire, je me suis arrêtée au premier supermarché que j'ai rencontré et j'ai pris une bouteille de whisky irlandais. Après un court instant de réflexion, j'ai ajouté quelques bâtons de saucisse haut de gamme ne peut pas venir les mains vides. En éteignant le moteur et en récupérant le sac du coffre, je regardais mes fenêtres. Les lumières n'étaient pas allumées. Dieu merci. Elle était partie. Sans entrer, j'ai appelé mon voisin. La porte s'est ouverte presque instantanément, comme s'il avait attendu que je sois là tout ce temps. Viens, il a fait un geste invitant. Jette simplement ton manteau sur la chaise. Son appartement était un reflet de l'image du mien. Je me suis déshabillée et j'ai marché dans la pièce. Près de la fenêtre, une lampe de table distinctive était brillamment allumée, datant des années 1950. À en juger par son apparence, elle avait vu des jours meilleurs. À côté de l'Antiquité, un grand canapé en cuir était installé. Plusieurs grandes photographies noires et blancs pendaient au-dessus du canapé. Contre l'arrière-plan de montagne, de jeunes gars en parka se tenaient, affichant des sourires éclatants à l'appareil photo. J'ai reconnu le propriétaire de l'appartement dans toutes les photos. Il avait l'air beaucoup plus jeune là-bas qu'il ne l'est maintenant. D'un côté du mur opposé, une peau de loup pendait, sur laquelle un fusil de chasse était monté et un marteau de géologue était rangé sous la ceinture. Avant que je puisse rassembler mes esprits, le propriétaire est entré dans la pièce. Jeunesse vive. Nous avons bu le premier verre, et puis immédiatement le deuxième. Nous avons grignoté de la saucisse. Et une conversation masculine détendue a commencé. La conversation a commencé, occasionnellement interrompue par la consommation d'alcool. Au début, Dima m'a parlé de sa vie. Étant géologue, il avait beaucoup voyagé dans le pays. Il avait certainement des histoires à raconter. Je n'ai pas beaucoup parlé de moi-même, mais j'ai mentionné mon service militaire. Quand Dima a appris que j'avais servi dans les services de renseignement militaire, il a immédiatement versé un supplément. Regarde. Il a remonté sa manche et j'ai vu un tatouage de chauve-souris sur son avant-bras. Je lui ai rendu l'appareil en montrant mon tatouage très similaire. Nous avons trinqué à l'intelligence. Il s'est avéré que nous avions beaucoup de points communs. Nous nous sommes séparés pour longtemps, en nous disant adieu à l'infini et en jurant une amitié éternelle. Enfin, je suis entré dans mon antre. J'étais légèrement ivre, mais globalement, je me sentais bien. J'avais encore besoin de me détendre d'une manière ou d'une autre. En accrochant mon manteau au crochet improvisé, je suis entré dans la pièce. La première chose que j'ai remarquée, c'est la cheminée allumée. La pièce était chaude. Je me suis balancée et j'ai attrapé l'armoire avec mes mains pour me stabiliser. J'ai allumé la lampe de table, qui était perchée sur un tabouret. Sur le lit, assise contre le mur et serrant ses jolies jambes sous elle, la fille tenait ses pieds avec ses mains. « Tu ne es pas partie, n'est-ce pas ?» J'ai posé une question stupide et, par surprise, je me suis assis sur le bord du lit. Elle a levé des yeux rouges et enflés vers moi.
Une larme unique a glissé sur sa joue vers ses lèvres. Elle avait un regard étrange, comme si quelque chose avait coulé dans ses yeux. Des yeux énormes et immobiles. Lèvres minces et pâles. J'avais peur, au début. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Dis-je. Rien. Veux-tu savoir pourquoi je suis resté? Chaque femme est, d'une certaine manière, un peu comme un chien dans l'âme. Inconsciemment, elle cherche un maître. Elle cherche quelqu'un à qui s'attacher. Et je, apparemment, ne suis pas un chien très intelligent. Ajouta-t-elle, regardant vers le bas. Je ne survivrai pas sans un maître. Ne m'en va pas loin, au moins jusqu'à la fin du printemps. Quand il fera plus chaud, je partirai de mon propre chef. Elle se tut et avala avec un spasme. Je ne l'ai pas laissé finir. Arrête de dire n'importe quoi, dis-je. Vis dans cette chambre. Je m'installerai dans la cuisine. Mon sentiment de supériorité m'écurait. Ken lui, hein? J'ai dit. Je suppose que je n'avais pas eu assez d'aventures dans la vie. J'en ai trouvé de nouvelles sur mes talons. Les femmes sont des créatures sournoises et traîtresses, pensais-je. T'as mangé aujourd'hui? Je lui ai demandé, à ma grande surprise. Non, elle frissonna, comme frappée. Ne t'en fais pas, je lui dis. Je n'en ai pas envie. Je suis entrée dans la cuisine. J'ai sorti la dernière saucisse de son emballage et j'ai mis la bouilloire en marche. Après une minute de réflexion, j'ai versé un peu de whisky dans le fond d'un verre et je l'ai emporté dans la pièce. Tu as de la nourriture. J'ai posé le repas sur un tabouret et je me suis dirigée vers la salle de bain. Dans le miroir, un imbécile me fixait, un imbécile que la vie n'avait rien appris. Je suis retournée dans la pièce. D'accord, reste ici. Dors sur ce lit. Je me dirige vers la cuisine. Je me suis levée tôt aujourd'hui. J'ai regardé par la fenêtre noire, en écoutant les sons nocturnes. Mars était presque terminé. Dehors, une tempête de neige faisait rage, et des flocons de neige s'écrasaient contre la vitre, comme s'il essayait de s'introduire dans la chaleur humaine. Quelque part dans le lointain, un chien a aboyé, puis un cri d'enfant a résonné depuis l'obscurité. Dans un état à moitié endormi, je sentais une chaleur féminine pressée contre moi. Viens à moi, sa voix était rauque et quelque peu désespérée. Elle s'est abandonnée à moi sans préambule. Le matin, la sonnette a sonné. Une jeune femme se tenait à la porte d'entrée avec un ordinateur portable sous le bras. N, Yuri, je suis de Pierre. Nous commençons à travailler. Le temps nous échappe constamment. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas l'attraper. Il m'a semblé que je m'étais éloignée de l'univers du spectacle depuis longtemps, mais dès que je suis entrée dans le hall, j'ai immédiatement senti cette odeur familière de la scène. Tout est revenu instantanément. J'ai monté sur scène, en accordant ma guitare en chemin. L'ingénieur du son est venu à ma rencontre. Oui, et moi, branche-toi à cet amplificateur. Il a lancé brusquement en montrant un amplificateur noir avec une étiquette blanche, Yamaha, sur une grande colonne. J'ai branché le câble, et la colonne a émis un clic, l'instrument résonnant. Dans le nouvel ensemble, j'ai surtout joué de la guitare. Kostya, joue un peu. Je vais régler le son. Nos gars vont bientôt se rassembler, et puis nous allons nous accorder. J'ai vérifié l'heure. Il ne restait qu'une heure avant le concert. Mais il n'y avait personne d'autre sur scène que moi. Kostya, le technicien du son, rampe à mes pieds, reliant des pédales. Tu as un bon instrument, il a dit approbatoirement en regardant ma strette. Je hausse les épaules vaguement. J'ai engagé la pédale de distorsion avec mon pied et j'ai couru mes doigts le long de la touche. Cela semblait correct. Enfin, les musiciens sont sortis de l'arrière-scène.
Le batteur a levé la main en signe de salut. Je voulais répondre, mais Vlad a commencé à battre les tambours sauvagement, et j'ai réalisé que ma réponse était sans importance pour lui. Le bassiste a branché son instrument et s'est approché de moi. Lui, écoute ce type, il a fait un signe de tête vers le batteur. Et essaie de ne pas te précipiter. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Nous allons nous en sortir ce soir. J'ai souri à moi-même. Malgré leur expérience, il était évident que les gars étaient nerveux. Pierre est monté sur scène. Salle comble. Complet. Il s'est tourné vers moi et il m'a souri. Tout dépend de vous. Je n'ai pas répondu. La soirée promettait d'être intense. Les lumières se sont atténuées et je ne pouvais plus distinguer les visages des personnes dans le public, mais je pouvais sentir leur regard concentré sur moi. Allez, commençons. Le projecteur a atteint mes yeux. J'ai ajusté le micro et joué le premier accord. Je ne voyais plus rien ou personne. Il n'y avait plus que la musique. Le public a cessé d'exister autour de moi. Étendu était un univers infini. Je ne jouais pas, je tenais simplement la guitare. Elle jouait d'elle-même, répondant à mes doigts glissant le long de la touche. Il semblait que la musique s'était détachée de la terre, s'aventurant dans l'espace et le remplissant. Je me moquais de l'audience. Je jouais pour moi-même et à propos de moi-même, à propos de ma vie ratée, à propos de la femme qui m'avait trahi cyniquement et marchait sur mon amour, à propos de mon fils qui était enseigné à mépriser son père. Toute l'amertume et la douleur dans mon cœur se sont dissoutes dans cette musique, la rendant sincère et passionnée. Lorsque le dernier accord a résonné, le silence a enveloppé la salle. Ensuite, des applaudissements ont éclaté, initialement isolés, puis se fondant progressivement dans des applaudissements. Les gens se sont levés et ont continué à applaudir. Dansant. Je n'ai rien entendu de tel depuis des années. A déclaré le batteur dans le microphone encore actif. Notre premier concert a été un grand succès. Je n'ai pas pu rassembler la formation originale du groupe. Certains sont partis à l'étranger à la recherche de meilleures perspectives. Certains sont tombés dans l'alcoolisme. Certains ont simplement refusé de croire en la réussite. De la formation d'origine, seul Vadim, le bassiste, est resté avec moi. Mais je ne me suis pas découragé. Je me suis promené dans les clubs et les restaurants, et bientôt le groupe a été ressuscité. L'assistant de Pierre m'a apporté un synthétiseur à la maison, et j'ai commencé à composer de la musique. Parfois, j'ai utilisé mes vieilles chansons. Bientôt, nous avions suffisamment de matériel pour environ 1h30. Nous avons commencé les répétitions. Le temps a filé rapidement et la date de notre premier concert approchait à grands pas. Le groupe s'appelait Ricochet. J'étais plongé dans le travail. Parfois, je restais éveillé toute la nuit pour enregistrer une phrase musicale que j'avais rêvée. De temps en temps, mon voisin Dima s'arrêtait. Nous nous étions liés d'amitié avec ce gars sympathique. Il disparaissait de temps en temps en expédition et réapparaissait soudainement, apportant une autre fournée d'histoires captivantes. Des histoires captivantes et une bouteille exotique, enfin nous avons donné notre premier concert. Pierre avait mené une campagne de relations publiques approfondie et la salle était bondée d'un public excessif. Tout s'est bien passé. Le lendemain, nous nous sommes réveillés célèbres. Une semaine plus tard, Pierre a signé un contrat avec nous et a commencé à promouvoir notre groupe de manière plus professionnelle. Plus de 3 mois se sont écoulés. Juliette vivait avec moi. Honnêtement, je ne me suis jamais repenti de l'avoir laissée avec moi cette froide nuit de mars. Je me suis presque convaincue d'avoir trouvé mon bonheur. J'avais même l'intention de la demander en mariage prochainement.
J'étais sur le chemin du retour dans un bon état d'esprit, avec l'intention de partager les bonnes nouvelles avec ma petite amie. Pierre nous avait proposé un contrat pour enregistrer notre premier album. Il finançait entièrement le projet. Des gouttes de pluie ont commencé à tomber. Le ciel à l'est s'est assombri, laissant présager non seulement de la pluie, mais d'un véritable orage. Les contours des arbres, des voitures et des maisons sont devenus plus nets et plus lumineux. Tout autour a gelé en attendant le premier coup de tonnerre. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement senti que Juliette était à la maison. J'ai enlevé mes baskets et suis entrée dans la pièce. Comme je le pensais, il y avait une fumée de cigarette à la menthe dans l'air. Sur le canapé, Juliette était assise, ses longs doigts tenant une cigarette. Sally. Elle a hoché la tête, son expression distante. Un regard étrange et vide dans les yeux. Je suis à la maison depuis longtemps. Vous voyez, je viens juste d'entrer. Juliette a fait une grimace, comme si c'était janvier dehors, pas la fin de mai. Je me suis procuré une robe et l'ai mise sur ses jambes. Merci. J'étais dehors, mes jambes sont fatiguées. Elle a soupiré profondément et a regardé derrière moi. Qu'est-il arrivé à toi? J'ai demandé. Rien, a-t-elle répondu. Je suis venue te donner la clé. Elle a désigné le tabouret. Je n'ai rien compris. Juliette, regarde-moi, qu'est-il arrivé? Je l'ai prise par les épaules, mais elle a évité obstinément de me regarder dans les yeux. Je te quitte. Pardonne-moi. Ne pense pas mal de moi. Ce n'est pas de ta faute, mais je ne peux plus continuer comme ça. Juliette a écrasé sa cigarette et s'est levée. J'étais heureuse avec toi, mais maintenant je dois partir, a-t-elle presque chuchoté. J'ai un autre homme. Je n'ai pas le droit d'être ici plus. Je ne veux pas te tromper. C'est entièrement de ma faute. Un autre homme? Je l'ai demandé. Qu'en est-il de nous? Tout allait bien entre nous, ai-je dit, mon cœur me faisant souffrir. N'importe quoi, a-t-elle répondu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Elle s'est corrigée. Je suis venue ici pour mettre fin à notre relation, a-t-elle dit avec détermination. Fin de tout. Je ne reviendrai pas. Je ne ferai que te regarder et ne t'inquiète pas, tu m'oublieras bientôt. Tu es beau et gentil. Tu trouveras quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'aussi perturbé que moi. Ne me juge pas trop sévèrement. Il y avait quelque chose de bizarre et non dit dans ses paroles. C'est certainement ainsi qu'une épouse se comporte après avoir trahi son mari ou sachant qu'elle le trahira inévitablement parce que le destin est inexorablement dirigé vers cela. Je fus choquée, gardai le silence. Ma parole m'abandonna et mes jambes s'affaiblirent. Enfin, je réussis à forcer avec les dents serrées, tu peux partir. Tu es un oiseau libre. Adieu. Peut-être nous rencontrerons-nous un jour, par hasard. Qui sait comment les choses seront alors? Juliette se dirigea vers la porte. Juliette, commençai-je. Tais-toi, répondit-elle. J'ai déjà pris ma décision. Que Dieu te vienne en aide. Et il y avait une telle amertume dans ces mots que mon cœur se serra. Je m'en vais. Je suis terriblement fatiguée, dit-elle, ouvrant la porte. Nous sommes entrés dans le hall. Notre voisin, Dima, passant près de nous, nous a adressé un sourire entendu et nous a salués poliment. Et Juliette, juste au moment où il allait passer, m'embrassa soudainement sur les lèvres. Souviens-toi de moi, dit-elle, et pardonne. Elle s'est éloignée de moi et s'est précipitée hors de la porte sous la drage de mai, qui a sans pitié trempé toute la vaste ville, ses toits humides et étincelants, et les arbres balancés par le vent. Lorsque la porte a claqué en bas, mon cœur s'est arrêté. Le passé ne peut être ramené. Et Juliette faisait maintenant partie de ce passé. J'ai ouvert la fenêtre,
La pièce a été remplie d'une brise printanière chaude et parfumée à la pluie. Les hommes ne pleurent pas, pensais-je, pendant longtemps sans détourner le regard, je regardais la prairie couverte d'une herbe verte vive, avec les tiges de bardane de l'année dernière qui dépassaient. Au vieux cimetière de la ville avec ses portails rouillés et inclinés. Mes mains étaient serrées en poing. C'était comme si je tenais mon cœur dans mes poings. Quelque part à l'intérieur, une douleur venait. Elle s'est répandue lentement dans mon corps, remplissant chaque cellule. Comment pouvais-je l'apaiser? J'ai commencé à parcourir la pièce. De la fenêtre à la porte et retour. Tout ce qui s'était passé était inévitable. Tôt ou tard, cela devait arriver. Qui étais-je pour elle? Un épisode. Bien sûr, qu'est-ce que je savais vraiment d'elle? D'où venait-elle? Qui était-elle avec avant? Et alors, si elle m'a avoué son amour? Qu'est-ce que l'on ne peut pas s'inventer à soi-même? Pourquoi j'ai supposé que Juliette me devait quelque chose? Qui suis-je pour elle? Un compagnon de passage, et maintenant mon tour était terminé. Ai-je oublié que les femmes peuvent être voliges, sans cœur, sans scrupules et cruellement abandonner l'ancien amour pour le charme du nouveau? J'avais déjà traversé tout cela auparavant, mais il semble que la vie ne m'ait rien appris. Néanmoins, nous nous en sortirons, tout ira bien. J'ai tourné mon visage vers le vent, les hommes ne pleurent pas, après tout. Ce ne sont que des gouttes de pluie sur mes joues. J'ai sorti une bouteille de vodka du réfrigérateur et je l'ai bu tout droit au goulot. Ensuite, ivre, j'ai joué de la saxophone, en jouant les blues dans la nuit. Le matin grisâtre n'a apporté aucun réconfort. Je me suis allongé sur le lit habillé, avec une bouteille de vodka vide debout sur un tabouret à côté, un mauvais présage. Plus d'argent ne viendra pas. Mécaniquement, j'ai posé la bouteille sur le sol. Un mois plus tard, j'ai verrouillé l'appartement et je me suis installé dans une petite maison en bois sur le lac Archangelsko dans la forêt. La maison était située sur une île, séparée de la rive par un détroit étroit. L'île et le rivage étaient reliés par un pont en bois, avec une porte électrique au tout début du pont. J'ai continué à faire le tour, à participer à l'enregistrement de notre premier album, mais cela ressemblait à ce que je traversais l'émotion. Quelque chose en moi s'était cassé. J'ai essayé de ne pas penser à Juliette, mais vous ne pouvez pas commander votre cœur. Je visitais la maison sporadiquement lorsque j'avais des performances dans la ville et que je ne me sentais pas comme aller à la maison sur l'île. Parfois, mon voisin Dima s'arrêtait, ainsi que l'agent de police local, un gars jeune et curieux. Il m'a immédiatement reconnu comme un musicien bien connu et a fait tout son possible pour assurer une vie paisible. Pour m'occuper, j'ai pris à restaurer des instruments de musique vintage, guitare, mandoline. Finalement, j'ai décidé de ressusciter le saxophone épuisé. Les femmes se collaient à moi, j'avais assez d'argent, alors je suis devenue une cible tentante pour ceux qui cassaient les gains matériels. Mais je ne voulais plus de relations. J'en avais assez de mon premier mariage et de l'amour pour Juliette. J'avais reçu une bonne vaccination contre la vie de famille. J'ai posé l'instrument et regardé. Sur l'écran du moniteur de surveillance, je pouvais voir quelqu'un conduire sur le pont vers mon île. J'ai abaissé mon regard et terminé la soudure de la valve cassée de la saxophone vintage sur laquelle je travaillais depuis 3 jours. Le véhicule inconnu n'avait pas encore atteint le milieu du pont, et je ne me suis pas précipité pour accueillir l'invité non invité. J'ai juste vomi sur l'image pour avoir un aperçu de qui ce invité gênant pourrait être, un gris clair Maybach. Comment ont-ils réussi à passer les portes du pont fermé? Eh bien, je reverrai l'enregistrement plus tard. Je me suis pelé les gants, j'ai essuyé la sueur de mon visage avec une serviette et je me suis assis sur un banc près de l'atelier. Je me suis allumé une cigarette, j'ai pris une bouffée et j'ai regardé la voiture s'approcher.
J'ai traîné les pieds et j'ai regardé la Maybach inconnue s'approcher de la maison, ignorant le croisement. De la portière passager de la voiture est sortie une dame élégante en combinaison pantalon rouge. Elle est montée les marches du porche d'entrée et a sonné à la porte. Avec la cigarette entre les lèvres, j'ai pris le fusil de chasse à canon scié du banc, vérifié les cartouches dans le chargeur et me suis dirigé vers la maison à travers l'herbe en pente. Je ne l'ai pas reconnue immédiatement, Claire. Pendant un instant, je suis restée là, à la regarder dans le dos. Honnêtement, je ne m'attendais pas à la voir ici, après plusieurs années depuis le divorce. Je me demandais ce qu'elle voulait. Peut-être quelque chose à propos de notre fils. Mon cœur a tressailli d'inquiétude. Et, Claire, tu cherches quelqu'un? J'ai finalement dit. Elle s'est retournée si vite qu'elle a coincé le talon haut de sa chaussure dans l'espace entre les planches du porche, tombant maladroitement sur ses fesses. J'ai trouvé cela amusant, mais j'ai réussi à garder une expression impassible, ne laissant rien paraître. Claire s'est relevée, s'accrochant au poteau en bois qui soutenait le toit au-dessus du porche. « Ah, salut, Pierre », a-t-elle bégayé. Je t'ai observé en silence, mon ex-femme. Eh bien, je suis heureux de te voir. Je me suis retournée et j'ai repris le chemin de mon atelier, en serrant ma cigarette écrasée et en crachant en direction de sa voiture. En entrant dans mon atelier, j'ai entendu ses pas me suivre. J'ai ramassé le fer à souder. « Qu'est-ce que tu veux, bon sang ?» J'ai grogné. Claire me regardait, en gardant son regard fixé sur le saxophone cassé dans mes mains. J'ai lu de la surprise dans ses yeux. Je savais que j'avais fière allure pour quelqu'un qui avait été abandonné et volé. Aujourd'hui, je suis meilleure qu'il y a 5 ans, avec une coupe de cheveux courte et une petite barbe. Jusqu'à présent, je n'avais rien entendu à propos de mon ex-femme. Franchement, je ne voulais rien entendre. Il y avait juste trop de rancune. Des rumeurs m'étaient parvenues selon lesquelles sa carrière de productrice de musique n'avait pas abouti. Le groupe s'est séparé. Le dernier à partir a été le virtuose claviériste. Claire s'est retrouvée sans travail et sans argent. Elle avait placé de grands espoirs dans son amant, mais malheureusement. Pour chanter mes chansons, il fallait être moi. Yuri, arrête d'être en colère. Nous devons parler, Claire a décidé de venir droit au but. Je n'ai pas besoin de te parler. Et d'ailleurs, tu devrais partir d'ici. J'ai été délibérément désagréable avec elle. On ne peut pas avoir d'affaires. Écoute-moi, au moins. Claire a haussé la voix. J'ai des droits sur tes chansons. Ton groupe est en pleine ascension maintenant. Je peux te donner l'autorisation de chanter les chansons, mais il faudra que tu me donnes la moitié des gains des concerts. 50 à 50. Tu dois être folle. J'étais tellement stressée que j'en suis presque venue à m'étouffer. Non seulement tu m'as dépouillée pendant le divorce, en me volant mes chansons, mais maintenant tu ne peux même pas te calmer. Je n'ai pas besoin de tes faveurs. J'ai suffisamment de matériel pour travailler. Et tu peux mettre ces chansons volées où tu veux, ou peut-être chez ton amant, tu sais où. J'ai mis une cigarette dans ma bouche. Maintenant, sors. Derrière Claire est apparu un jeune homme méconnaissable. Et, mate, montre un peu de respect à la dame. Il a fait un pas intimidant vers moi. Non, ouais. Dans ma propre maison, quelqu'un me menace. Un fusil de chasse s'est retrouvé dans mes mains. Dégage d'ici. J'ai armé les gâchettes. André, tu as tout gâché. Claire a crié. Tu dois avoir oublié que tu as un fils. Je vais vous attaquer en justice. Toi. Elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait plus parler. Le son d'un moteur m'est parvenu, et Dima est apparu à la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils essaient de me menacer.
j'ai fait d'un pas vers Claire. Moi, j'ai reniflé et j'ai habilement tordu la joue du gars arrogant. Lina, regardant effrayée, s'est dépêchée vers la voiture. Nous avons fumé en silence, regardant le mébarque avec nos yeux. Nous devons vérifier la porte. J'ai rompu le silence. L'été était au plein essor lorsque nous sommes partis en tournée vers le sud. Notre première halte était dans une ville animée près de la mer Noire. Nous sommes arrivés tôt le matin, nous nous sommes installés rapidement dans un hôtel 5 étoiles moderne, directement au cœur de la ville. Cependant, une force inconnue continuait de m'attirer vers la vieille ville. Après le petit déjeuner, mes collègues se sont dispersés dans leurs chambres, ayant l'intention de se reposer après le vol, mais je suis quand même parvenu à m'éclipser seul pour flâner dans les ruelles étroites. Dans un lointain passé, cet endroit avait été la capitale d'un empire puissant, et tout autour portait les marques d'une ville orientale. Les rues étroites et pavées de la vieille ville semblaient respirer l'Antiquité. 2 et 3 étages des maisons avec des balcons en saillie et des jardins obligatoires ornés de fontaines dans les cours intérieures. De nombreux ateliers d'artisanat, des étals de rue décorés avec divers fruits et épices. Tout cela créait un charme inoubliable inhérent à une ville du sud. C'était la mi-juillet, et les arbres étaient en pleine floraison. Certaines rues étaient bordées de buissons bas portant des fleurs violettes lumineuses. Un mélange captivant d'odeurs inconnues flottait dans l'air, transporté par la brise douce du sud, avec la promesse du bonheur éternel. J'ai savouré du vin et du fromage dans un petit café de rue avant de faire une promenade dans la vieille ville. J'ai erré sans but dans ces endroits pittoresques jusqu'à ce que je tombe sur une boutique d'antiquité près du cœur de la vieille ville. Une boutique d'antiquité, nichée dans une cave, a attiré mon attention. Au loin, quelqu'un jouait de la guitare au rythme d'un tambourin. Les parfums amers épicés de la géranium et des hydrangées en fleurs emplissaient l'air. Descendant les marches usées, j'ai poussé la porte massive. Une clochette a tinté alors que j'entrais, et devant moi se tenait le propriétaire, un homme âgé à barbe grise. Il était vêtu d'une longue robe orientale, ceinturée d'un cordon coloré, et un petit chapeau noir ornait sa tête, ne couvrant à peine sa couronne. Si je n'avais pas su que j'étais en Ukraine, j'aurais pu penser que la boutique se trouvait quelque part à Bagdad ou Istanbul. Il semblait que cet endroit n'avait pas vu de réparation depuis des âges. À travers le plâtre écaillé, j'ai entrevu d'anciens appareils en pierre qui donnaient à la pièce un aspect vieilli. Plusieurs vieux coffres avec du cuir usé et des serrures en cuivre se tenaient le long des murs. Les murs étaient ornés de blasons de comtes et de ducs oubliés, et un éventail d'armes à froid et à feu anciennes. Tout ce faste était couronné par des costumes de chevaliers avec une poitrine en acier véritable et un aume stylisé comme un visage de loup. En effet, la cave était vraiment ancienne, comme en témoignaient ces murs en véritable basalte noir. La marchandise était éparpillée. Certains étaient des images de cuivre ancien, des manuscrits en reliure de cuir avec des fermoirs en cuivre, des collections de pipes à fumer et de narguilés. Agitant les mains, le propriétaire a commencé à m'offrir ses marchandises. Cependant, après un moment, son enthousiasme a diminué. Je n'avais aucun intérêt pour les antiquités et j'étais entré dans la boutique par hasard. Je n'avais pas l'intention de faire des achats. Finalement, je suis parvenu à faire comprendre au propriétaire qu'il ne devait pas me déranger, et j'allais partir quand il a soudainement ouvert une vieille poitrine. Moi, à l'intérieur, parmi les anciennes pièces de cuivre et d'argent, gisait une bague d'homme en métal blanc. La bague n'avait rien de spécial, juste un cachet avec une inscription partiellement effacée dans une langue inconnue. Pourtant, cette bague m'a captivé. J'ai examiné de près, la tenant dans ma paume ouverte, et je l'ai glissée par inadvertance sur l'annulaire de ma main droite. La bague m'allait parfaitement, comme si un artisan inconnu l'avait façonnée spécialement pour moi. La chaleur a commencé à se répandre lentement sur ma main.
C'était un objet d'une autre dimension, transporté à notre époque, où la maîtrise de l'artisan avait été perdue parmi une mer de produits de masse en provenance de Chine. Pour une raison quelconque, j'ai soudainement eu envie d'acheter cette bague. Je l'ai regardée et lui ai demandé le prix. Il semblait que son regard avait changé. Il m'a même regardé avec un certain respect, après une brève pause, a nommé un montant qui, selon mes normes, était nettement sous-évalué. J'ai hoché la tête et lui ai donné l'argent. Le propriétaire s'est incliné et a commencé à parler rapidement dans une langue inconnue. Pierre dit que ce n'est pas une bague ordinaire. On croit qu'il s'agit de l'anneau du calife Alakan. Juliette aussi, je me suis retournée. Un jeune homme souriait amicalement à moi. La bague est en fer tombée du ciel. Beaucoup ont voulu l'acheter. L'étranger a souri à nouveau et s'est incliné. Je vous ai remercié, l'homme âgé inattendu est mon interprète, et je suis sortie dans la rue. J'ai regardé ma main, l'anneau était bien ajusté à mon doigt. Le métal était terne et ne reflétait pas la lumière du soleil. J'ai essayé d'enlever l'anneau, mais il a simplement tourné autour de mon doigt. Je ne pouvais pas l'enlever. Eh bien, j'essaierai à nouveau plus tard. J'ai agité mentalement ma main et me suis dirigé vers le marché animé à proximité. Après quelques pas, j'ai soudainement ressenti une fatigue écrasante et j'ai décidé de retourner à l'hôtel. Notre performance se déroulait comme d'habitude lorsque la police est entrée dans l'auditorium. Un homme en costume d'affaires est monté sur scène et a exigé que le concert soit arrêté. Madame Iliane vous a poursuivi en justice, l'homme a dit en me montrant avec des papiers. Vous exécutez des chansons pour lesquelles Madame Iliane détient les droits. L'inconnu a presque crié dans mon visage, crachant des gouttelettes de salive. Au début, je n'ai même pas compris qui était cette Iliane. Puis j'ai réalisé qu'il s'agissait de mon ex-femme. Notre directeur de l'ensemble est presque sorti de l'arrière-scène pour intervenir. Toutes les chansons interprétées sont la propriété intellectuelle de Yuri Levin. Elles ont été spécialement écrites pour cette tournée de concerts et n'ont aucun lien avec Madame Ilina. Vous devrez le prouver au tribunal, l'homme a dit, sans céder. Je me suis retournée et je suis retournée. Il y avait un étal de fruits, une boutique de vêtements, et suivant devait être la boutique d'antiquité. Mais il n'était plus là. Je regardais ma main. L'anneau était toujours là. Mais la boutique n'était pas. Je suis restée là un moment, essayant de rassembler mes pensées. Qu'est-ce que c'était? Un canular? Improbable. Mais le fait que la boutique ait disparu était indéniable. Je n'avais pas d'autre choix que de quitter les lieux. Le lendemain, je quittais cette ville, emportant avec moi l'odeur épicée de ces rues étroites dans ma mémoire. La disparition de la boutique est restée un mystère irrésolu pour moi. Et l'anneau du calife que j'avais acheté, je l'ai porté sans enlever depuis. Après la tournée, je suis retournée dans ma ville natale. Tout allait bien, sauf pour quelques problèmes de santé qui étaient apparus. Mon cœur avait commencé à me faire mal. Les choses n'étaient pas si simples. J'ai organisé des vacances de 2 mois avec Pierre et je suis allée dans ma petite maison. Un appareil de communication a bourdonné un matin. Quelqu'un avait l'intention de me rendre visite. Je n'attendais personne, alors c'était surprenant d'entendre la voix de ma mère sur l'interphone. Je ne l'avais pas vue depuis un an. Et pour être honnête, je ne l'ai pas regretté. Je me souviens très bien de son cri de notre dernière rencontre quand elle m'a chassé de la maison pour avoir frappé son amant. Je me demandais ce qu'elle voulait de moi maintenant. Peut-être qu'elle a aussi senti l'argent. Sur l'écran du moniteur, j'ai vu une voiture noire traverser le pont. Je suis sortie sur le porche et j'ai allumé une cigarette. Enfin, une Honda est apparue depuis le coin. Le même dur à cuire de maman était au volant. Rien ne change jamais.
Ma mère a glissé hors du siège passager et a feint la joie en se dirigeant vers moi. Bonjour, mon fils. Tu as l'air fatigué. Je pensais qu'elle allait certainement demander de l'argent. Elle m'a serré dans ses bras et a posé ses lèvres peintes sur ma joue. Tu as disparu quelque part. Ne m'appelez pas. Je m'inquiète, tu sais. Elle a mis son charme en marche. Maman, qu'est-ce que tu me veux? J'ai interrompu son monologue déchirant. Ma mère s'est tue, visiblement surprise. Il semblait qu'elle s'était préparée à une ligne de conduite et n'avait pas de plan de secours. Yuri, j'ai des difficultés avec le travail en ce moment. Je suis désespérément à court d'argent. Je n'ai nulle part où aller, sauf vers toi. Elle s'est interrompue un instant. N'oublie pas que je suis ta mère. J'ai traversé l'agonie pour te mettre au monde. Tu m'as élevé, et mon père t'a élevé. Tu n'as pas eu le temps pour moi, il semble que tu avais d'autres priorités. J'ai fait un signe vers son amant, assis dans la voiture. Soudain, ma mère a éclaté en sanglots. Des larmes ont coulé sur son visage, laissant des traînées fines sur ses joues lourdement poudrées. Donne-moi ton numéro de carte de crédit, et je te transférerai l'argent. Je n'ai pas eu la force de regarder ma mère pleurer. Tard, maman, tu me brises le cœur. À la fin de l'été, dans le parking devant le supermarché, je pensais avoir vu Juliette. Une jeune femme qui me ressemblait riait joyeusement alors qu'elle montait dans une voiture rochère. Une jeune femme et un homme robuste se tenaient à côté d'elle. Il a ouvert la porte avec galanterie et a installé sa compagne joyeuse à l'avant. Il riait aussi joyeusement. Je regardais silencieusement le couple heureux, et soudain, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que mon cœur battait régulièrement. Peut-être que je commençais à me remettre. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche en jouant de mon saxophone. La douleur rongeait mon cœur comme d'habitude, et je ne pouvais plus rien voir autour de moi. Il n'y avait que de la musique, et devant moi, l'univers infini s'étendait, scintillant d'étoiles lointaines. Soudain, j'ai ressenti que mon cœur avait cessé de me faire mal. Mon âme a grimpé vers le haut, à travers l'air d'octobre vif, droit vers la pleine lune, immeublement suspendue au-dessus de la terre pécheresse. Et bientôt, elle a dansé dans une danse d'étoiles multicolores. Mais un carrosse d'argent l'attendait déjà, pour l'emmener au seuil d'un palais de cristal, où Dieu vivait parmi les lumières froides et brillantes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un visage inconnu penché sur moi. Vous nous avez vraiment fait peur, mon cher. Cela ne m'a pas immédiatement frappé que je me trouvais à l'hôpital, et que la personne à côté de moi était un docteur. Combien de temps suis-je ici? Cela fait 3 jours, le docteur a de nouveau tapoté ma main. Vous avez fait une crise cardiaque, un trouble du rythme. Mais maintenant, tout va bien. L'anomalie du rythme a été corrigée, et vous êtes sur la voie de la guérison. Reposez-vous maintenant, et ce soir, l'infirmière vous fera une injection. Ne vous levez pas pendant quelques jours. Si tout se passe bien, dans environ 3 jours, vous pourrez rentrer chez vous. En effet, mon cœur ne me fait plus mal, et je commence à me sentir mieux. Bientôt, je marchais sur mon plancher, et puis j'ai commencé à me promener dans le parc. À côté du bâtiment principal de l'hôpital se trouvait un hospice. Il avait un tel effet déprimant sur moi que j'avais même peur de regarder dans sa direction. Des infirmières poussaient parfois des patients en phase terminale en fauteuil roulant pour une promenade dans le parc. Je regardais de loin les figures courbées de personnes âgées, cachées derrière les doses des infirmières. Doses des infirmières, un matin d'automne précoce, lorsque le givre léger avait recouvert les flaques d'eau d'une fine couche de glace, je me promenais seule dans le parc. Une nouvelle mélodie tournait dans ma tête, et je la réécoutais sans cesse dans mon esprit. Perdu dans mes pensées, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais arrivé à côté de l'hospice.
Une femme était assise sur un banc, enveloppée dans une robe chaude. Elle a baissé la tête, comme si elle s'était endormie. J'étais déjà passé, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Je me suis retournée et j'ai regardé son visage intensément. Cela m'a frappé comme un choc électrique. Juliette. Je l'ai touchée doucement sur l'épaule. Juliette. Que fais-tu ici? C'était difficile de trouver une question plus stupide. Elle leva les yeux, des larmes coulaient sur ses joues. Vous n'êtes pas supposé être ici. 1 heure plus tard, je parlais avec le médecin traitant de Juliette. Sa maladie était grave et dangereuse. Mais il y avait des chances. J'ai mobilisé toutes mes connaissances. Mes amis ont trouvé une clinique en Suisse. Juliette et moi avons voyagé à Berne. Elle a subi une intervention chirurgicale et son état s'est amélioré. Ses yeux brillaient à nouveau de bonheur. Je l'ai emmenée vivre avec moi. J'ai quitté l'ensemble, mais les redevances de mes chansons étaient suffisantes pour une vie confortable. Ma bien-aimée était avec moi. Que fallait-il d'autre pour le bonheur? PS Juliette a réussi à lutter contre sa maladie pendant un certain temps. Mais vous ne pouvez pas changer le destin. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire à Naën après les événements décrits. Yuri Leva a brièvement survécu à sa bien-aimée. Il est décédé d'une crise cardiaque 20 jours après la mort de Juliette. Ils ont été enterrés l'un à côté de l'autre. Chers auditeurs, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Cela me stimule de produire de nouvelles vidéos pour vous.